Prêtre, magicien, devin, maître à penser, sacrificateur. Qui sont les druides? Possédaient-ils des pouvoirs magiques? Comment vivaient-ils? Quel héritage nous ont-ils laissé? Encore aujourd'hui, nul ne le sait exactement. Pourquoi? Parce que les druides ont fait partie de la proto-histoire. Ce fut un peuple qui n'utilisa pas l'écrit, mais uniquement l'oral pour transmettre son savoir. Depuis plus de 40 années, le cercle du druide Allan Kardec témoigne de la survivance de l'âme, témoigne de la possible communication avec l'au-delà. Cette communication se traduit par l'intermédiaire de médiums et de facultés telles la clairvoyance médiumnique, l'écriture intuitive, l'écriture semi-automatique ou automatique, mais aussi par le sommeil magnétique et l'incorporation. Cela fut rendu possible car des femmes et des hommes ont développé leurs facultés médiumniques à l'intérieur de notre association, ce qui n'a pu se faire qu'avec le temps, en lenteur et parfois en difficulté, mais toujours en constante progression. C'est par l'intermédiaire de ces médiums que nous avons reçu les propos et la vérité d'une multitude d'esprits, et parmi cette multitude, des esprits ayant appartenu à l'époque druidique. Le cercle du druide Allan Kardec vous propose de voyager dans le temps, de retourner il y a 9000 ans de cela, dans un temps où une civilisation prenait naissance, celle de la civilisation druidique. Voici, avant tout, la définition que nous avons reçue en séance spirit, une définition donnée par l'esprit d'Allan Kardec, qui fut druide en ces temps reculés. Le druidisme enseigne avant tout la pénétration de l'infini, de l'univers dans son immensité, à partir des éléments présents et physiques à la disposition des hommes. La formule druidique consiste donc à retrouver le Père, en tout point de sa manifestation, qu'il s'agisse du roc, de l'océan, du vent, du ciel et de ses étoiles, de la flamme et de la chaleur du feu, de la saveur limpide des sources, de la bienfaisance des plantes. Qu'il s'agisse de comprendre aussi le sentiment d'amour entre les êtres humains, qu'il s'agisse toujours et toujours de savoir observer Dame Nature dans ses moindres détails. Le druidisme est là pour établir l'addition entre le visible et l'invisible. Ayant appartenu à une civilisation particulièrement avancée, il s'intègre tout naturellement à l'histoire des hommes. S'il doit exister une genèse des peuples, cette genèse ne peut trouver sa traduction et son explication qu'au travers du génie celtique. Le druidisme trouve son origine en Bretagne, plus précisément à Carnac, appelé autrefois Carnagan. En effet, ce village fut construit 9000 ans avant Jésus-Christ, par les tribus celtiques venues d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord, c'est-à-dire principalement de Norvège, de Suède et de Rhénanie. Cette migration fut le résultat d'une pensée spirituelle et d'une volonté des esprits. Cette pensée fut transmise par l'intermédiaire de médiums, appelés à cette époque des Kermors. Le but était d'émigrer vers l'Ouest européen afin de bénéficier d'une énergie bienfaisante. Les esprits leur enseignèrent donc l'idée d'une énergie présente dans le sol, la tellurie, qui avait pour origine la lumière des étoiles. Cette tellurie nous fut définie par les druides du passé. La tellurie allait recevoir une définition rationnelle par les druides. Voici ce qu'ils nous enseignent.
La tellurie est une énergie naturelle, provenant de la source lumineuse des rayons stellaires, qui pénètre le sol granitique en atteignant sa structure initiale afin de modifier sa structure moléculaire pour que s'en dégage une force vitale au bénéfice des organismes vivants. Le champ du Mennec, près de Carnac, est encore aujourd'hui l'un des plus beaux vestiges de ces pierres granitiques élevées, appelées menhirs. Ces pierres ont été taillées par la force de la pensée. Le sol a craqué sous les pieds des druides parce qu'ils l'avaient désiré. Et il fallut donc trouver aussi sa forme ultime avant son élévation et son transport dans l'air. Pour aboutir à sa forme, les druides ont pensé la forme du triangle, plus large à sa base et plus pointu dans son sommet. Les menhirs sont donc l'œuvre de la pensée des druides. Ainsi, regarder un champ de menhir revient à contempler la pensée des druides imprimée dans le granit. La société druidique fut une micro-société dans la société celtique. Elle fut en même temps son élite intellectuelle et spirituelle. Pour mieux comprendre leurs rapports, leurs échanges, voyageons maintenant dans le temps et découvrons au travers d'une scène de vie le lien qui existait entre Celtes et Druides. Cette scène fut reçue en sommeil magnétique. Le médium, à l'aide de passes magnétiques, se véhicule dans le temps et narre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Nous sommes en 4200 avant Jésus-Christ à Carnagan, le berceau du druidisme. Sur le socle en pierre repose un récipient énorme. C'est de la fonte. Ce sont les druides qui l'ont apporté. Ils en ont le secret. De l'eau boue à l'intérieur, on fait cuire des racines mélangées à la viande du gibier. Il fait chaud. Le ciel est sombre. L'orage menace et les femmes le craignent. Le dieu des colères va se manifester. Il y a des animaux plus gros et plus forts que des bœufs, comme des buffles, avec de longues cornes. Ils ont été rassemblés par les hommes qui s'en nourrissent et qui les font travailler. Ils ont des cordes autour du cou, longues, qui traînent des troncs d'arbres. Il y a des huttes en bois, en rondins. Les toits ont 4 pans en forme de pyramide. Le feu est nourri à l'intérieur lui aussi, et la fumée sort par le haut du toit. Les hommes portent des nattes comme les Indiens. Ils ont le visage cuivré. Ils semblent forts, robustes. Ils doivent connaître le tatouage. Ils portent des insignes sur la poitrine. Ils sont un peu noirs, en forme de cercle et de flèche. Il y a au moins une trentaine de huttes en cercle sur plusieurs rangs et au centre, un plus grand feu. C'est le feu du village. Il ne doit jamais s'éteindre. Son utilité est grande. Il brûle les plaies, les désinfecte. Il chauffe les eaux, il éclaire le village et protège des forces du mal. Il est la chaleur, la lumière et la sécurité pour tout le village. C'est le soir. Toutes les familles sortent des huttes. On se réunit autour du feu sacré pour adorer un autre feu, celui qui va tomber dans la mer, le feu soleil. Femmes, enfants et hommes sont à présent à genoux. Ils tournent le dos au brasier. Ils inclinent leur tête et se penchent un peu comme les musulmans, pour adorer l'astre solaire. Ils craignent qu'il ne revienne pas le lendemain. Ils lui demandent de revenir. Mais il fait encore plus sombre et l'orage menace. Tout le monde semble craintif. Il y a un homme grand, aux cheveux blancs,
et à la barbe blanche. Il porte une sorte de bure en laine avec une ceinture marron. Il n'est pas du village. Il s'approche et les regarde tous. Ses yeux sont bleus et sont grands. Il fait un geste circulaire de la main, comme pour sembler leur dire « Écoutez-moi ». C'est le druide du Ménec qui vient apporter, comme il le peut, le calme, car il sait les hommes ignorants et superstitieux. Il leur dit « Ne craignez rien, la nature ne se venge pas, elle ne saurait se suffire à elle-même si Dieu et les esprits ne lui précédaient pas. » Tous le regardent, étonnés, admiratifs, mais toujours un peu craintifs aussi. Le druide est le plus âgé de la population de Carnagan. Il porte pour nom Armenda Lesevkiz, grand sage, conscient de ses incarnations, capable, en regardant l'enfant, de dire qui il était et d'annoncer son possible accomplissement en tant que druide. Certains parents refusent, et le druide se tait. Il n'insiste pas. D'autres, au contraire, écoutent et acceptent. Alors, l'enfant sera dirigé vers les alignements, accompagné du druide. Désormais, il n'appartient plus aux siens, mais à la nature. Il ne quitte pas les siens pour trouver de nouveaux parents. Il grandit, il se transforme pour se trouver lui-même. Telle est la loi. Au sein de l'école des druides, l'enfant grandissait et connaissait une véritable scolarité, tout à fait comparable à la nôtre, sinon plus développée encore. Plus développée car elle intégrait comme outil de travail principal la pensée. La pensée, une force mise en évidence progressivement au travers d'exercices rigoureux. L'objectif restant toujours le même, permettre à l'esprit de triompher sur la matière. Pour que la matière soit au service de l'esprit, il fallait aux élèves accomplir une succession d'enseignements dont voici la teneur. L'enseignement des mathématiques et de la géométrie était la première partie enseignée et se faisait par l'étude des astres puisqu'en effet, notre Voie lactée, notre voûte céleste, présente toutes les formes désirées. À cela s'ajoutait également l'étude de la radiesthésie, des fluides et de la tellurie. Le second enseignement concernait la langue principale, c'est-à-dire celle de l'esprit. Si la voix porte l'écho, la pensée dont elle est issue doit porter le même écho. Qui a compris cela devenait alors un grand télépathe. Afin d'étudier la télépathie, les enfants se plaçaient deux par deux autour d'un mégalithe. Ils posaient leurs oreilles contre la pierre et envoyaient des figures géométriques par la pensée. Ils disposaient chacun de cubes, de triangles, de sphères ou autres formes. Un maître en druidisme vérifiait chaque envoi et réception. Le travail télépathique était renouvelé à chaque erreur, jusqu'à ce que l'émetteur et le récepteur fussent en parfait accord. Quelques mois suffisaient pour que les enfants s'habituent à cette gymnastique de l'esprit. L'enfant, devenu adolescent, allait apprendre aussi la lévitation, étudiée dès l'âge de 10 ans. Afin de léviter une pierre, les enfants faisaient un mouvement de va-et-vient vers le sol et vers le ciel, en répétant un mantra et en faisant des cercles, chacun d'eux se touchant du doigt pour fermer le cercle. À la force pensée s'ajoutaient donc des sons obtenus par le chant de mantra. Les mantras sont des syllabes chantées en rythme avec des sonorités adaptées selon les actions à entreprendre. La conjugaison de ces sons avec la force pensée permettait dans le cas de la lévitation d'accomplir ce qu'aujourd'hui nous qualifierions de miracle. Ainsi, 4200 ans avant Jésus-Christ, à l'aide d'un mantra chanté par des enfants de 12-13 ans, la pierre s'élevait tel un jet d'eau vers le ciel, puis
se déplaçait vers un groupe plus loin, dans la même position que le premier, en état de réception. Celui-ci recevait le bloc granitique, qui redescendait au centre du cercle. Les druides se servaient ainsi de la lévitation à la fois pour le déplacement d'objets, comme les pierres de granit, mais aussi comme un moyen de locomotion. Cette maîtrise de leur corps en la lévitation leur permettait ainsi une grande facilité de déplacement afin de rejoindre des lieux difficilement accessibles ou de venir en aide rapidement à l'un des leurs. Fait également extraordinaire, mais cependant réel, les déplacements se faisaient aussi à l'aide d'oiseaux, aujourd'hui disparus, qui portaient pour nom les cormarus. Ces oiseaux avaient une envergure de 10 mètres. Nous parlons beaucoup des hommes dans la civilisation druidique, mais où est la place de la femme dans tout ça? Les élèves en druidisme passaient toute leur journée et une partie des nuits dans les alignements de Carnagan. Ils n'étaient que très peu avec leur mère. La société celtique, la société druidique, était une société matriarcale. Par conséquent, la femme y avait une importance essentielle. Elle était le soutien, elle était le réconfort, elle était la conseillère. Cependant, le titre de druide appartient pour cette époque essentiellement, pour ne pas dire uniquement, au sexe masculin. Est-ce que les druides pratiquaient les sacrifices? L'esprit nous répond ceci. Ainsi, de vie en vie, l'esprit avance, l'esprit apprend, l'esprit progresse. Ce sens de la connaissance, le monde druidique, lui aussi, l'avait pressenti. Pressenti dans la formule mathématique, pressenti dans la formule astronomique, dans la formule radiesthésique. Il faut savoir établir une fois pour toutes la différence entre le peuple celte et le monde des druides. Les druides appartiennent par la géographie, par leur histoire, par leur génétique, au monde celtique. Mais loin s'en faut, tous les Celtes n'étaient pas des druides, et certains Celtes, qui n'étaient pas des druides, accomplissaient le sacrifice humain. En cela, Allan Kardec, en son époque, eut raison de signifier auprès de Léon Denis l'existence de ces sacrifices, car, effectivement, il était coutume chez le peuple celte d'exercer certains sacrifices rarement humains, occasionnels, cependant vrais, cependant existants. Le monde des druides, élite intellectuelle et spirituelle du peuple celte, n'a jamais, quant à lui, exercé ce même sacrifice. Druidisme et spiritisme se rejoignent ainsi dans le contact direct avec le monde invisible. La formule spirit adaptée à des situations différentes traduit aujourd'hui, de façon certaine, ce que les druides avaient deviné alors. Les spirites s'inscrivent dans la société des hommes, non plus en tant qu'initiés, mais témoins de l'esprit. La formule spirit redonne aux hommes l'espoir d'un Dieu vivant, d'un Dieu débarrassé de toute forme de définition, d'un Dieu force du cosmos, habitant l'univers tout entier.